l'actualité présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédié a appelé ce dimanche au nom de l'opposition à la désobéissance civile. En République démocratique du Congo, les barrages policiers nocturnes ont refait leur apparition à Kinshasa pour traquer des taxis accusés d'enlever, de violenter et de rançonner des passagers sans défense. Après la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Montrouge, la Cour d'assises spéciale de Paris replonge à partir de ce lundi dans l'horreur de la prise d'otage de l'hypercacheur le 9 janvier 2015. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Crise politique au Mali, le groupe chargé de nommer le président qui dirigera le pays au cours des prochains mois doit se réunir ce lundi. Ce collège institué par la junte militaire, désormais au pouvoir après le putsch du 18 août dernier, se réunira à un moment où celle-ci est sous la pression de la communauté des États ouest africains CEDEAO, et ce pour désigner rapidement le président et le Premier ministre qui conduiront les affaires pendant la période de transition de plusieurs mois censée ramener les civils à la tête du pays. Si la CEDEAO insiste pour que ce soit des civils, les nouveaux maîtres de Bamako voudraient par contre que le président soit un militaire. La CEDEAO, qui a imposé des sanctions au Mali, a affirmé qu'elle les lèvera aussitôt que des dirigeants de transition civile auront été choisis. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est attendu en début de semaine au Mali. On ignore si le collège choisira un président de transition ce lundi, veille du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le collège devrait comprendre 5 représentants de la junte, 2 du mouvement du 5 juin, 2 religieux et 2 membres de la société civile, selon une source, au sein du processus pour sa mise en place. En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition réunies ce dimanche autour d'Henri Konan Bédié à Abidjan ont appelé à faire barrage à la candidature du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition, qui pose des exigences, a appelé la mobilisation dans la rue. Au nom de l'opposition, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé dimanche à la désobéissance civile face à ce qu'il qualifie de forfaiture de la candidature controversée à un 3e mandat du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Également candidat à cette élection, Henri Konan Bédié a lancé cet appel en conclusion d'une réunion des principaux partis de l'opposition à Abidjan. Contrairement à une hypothèse qui avait été évoquée, les opposants n'ont donc pas appelé à un boycott du scrutin. Face à la forfaiture, un seul mandat irréversible, la désobéissance civile. Nous sommes ici ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations syndicales et sociétés civiles, pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Seules 4 des 44 candidatures déposées ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de celle du président Ouattara et de 3 opposants, dont l'ex-président Henri Konan Bédié. Élu en 2010 et réélu en 2015, le président sortant Alassane Ouattara avait annoncé en mars dernier qu'il renonçait à briguer un 3e mandat avant de changer d'avis au mois d'août dernier, après le décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La loi ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution de 2016, le compteur des mandats de Ouattara a été remis à 0, ce que conteste farouchement l'opposition. Des leaders de l'opposition éthiopienne sont poursuivis pour terrorisme et incitation à la violence. C'est ce qu'ont annoncé les autorités du pays suite aux violences qui ont éclaté après la mort d'un chanteur populaire oromo en juin dernier.
Les leaders de l'opposition poursuivis risquent l'emprisonnement à vie avec ces poursuites judiciaires mises en branle par le gouvernement de l'Éthiopie. Ils sont en effet poursuivis pour terrorisme, selon un communiqué du procureur général qui ne donne pas plus de détails sur les accusations. Dans le viseur, Jawar Mohamed et Bekele Gerba, membres du parti Congrès fédéral Oromo. Ils avaient été arrêtés avec beaucoup d'autres manifestants dans les soulèvements qui ont fait suite à la mort fin juillet de Achalou Ndessa, un chanteur populaire Oromo connu pour donner une voix à la communauté Oromo. Entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours des violences interethniques ou des forces de l'ordre. Pour le moment, 24 personnes sont concernées par la procédure en cours, selon le bureau du procureur général. D'autres figures critiques du régime en place et qui vivent à l'étranger sont aussi visées. Selon Touli Baïssa, avocat de Jawar Mohamed, qui a déclaré à l'AFP n'avoir pas été informé des accusations contre son client, il est probable que ce soit pour une bagarre autour de la dépouille d'Achalou Ndessa, au cours de laquelle un policier est décédé que l'opposant est recherché. Les poursuites judiciaires contre Jawar Mohamed et autres risquent d'alimenter les violences à Addis Abeba et en Oromia, la région la plus peuplée du pays et qui encercle la capitale éthiopienne. Déjà le mois dernier, les forces de sécurité ont tué au moins 5 personnes au cours de manifestations contre la détention de Jawar Mohamed. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est aussi issu de cette communauté, mais les nationalistes Oromo lui reprochent de ne pas en faire assez pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. En République démocratique du Congo, les barrages policiers nocturnes refont leur apparition à Kinshasa pour traquer des taxis accusés d'enlever, de violenter et de rançonner leurs passagers. L'opération Roadblock laisse passer les véhicules ordinaires et n'arrête que les taxis reconnaissables à leur couleur jaune, sommés de se garer sur le côté et d'ouvrir leur coffre. Suivons à présent quelques avis sur l'opération. J'ai constaté qu'il y avait des problèmes dans la ville. Il y a des criminels. C'est pour cette raison qu'il y a des contrôles afin de retrouver ces gens qui créent l'insécurité dans la ville. Oui, bien sûr. Même dans les taxis, on contrôle. Et si on découvre un objet dangereux, on vous arrête. J'ai été victime des violences par enlèvement, par des bandits, je peux dire déguisés en taximène au retour de mon travail. Ils m'ont pris depuis 17h45 pour me relâcher vers minuit. En me dépouillant mes téléphones, je n'avais même pas les moyens pour communiquer avec ma famille. J'ai entendu pleurer des femmes, mais quand moi aussi j'ai vécu cette situation, je me suis dit non, il faut sauver les autres, il faut sauver des vies. C'est comme ça que nous nous sommes lancés, nous nous sommes engagés à ce que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et ces cris d'alarme insistants sont arrivés aux oreilles des gouvernants qui, sans tarder, ont instruit les forces de l'ordre de s'investir en quadrillant la ville par des dispositifs sécuritaires policiers qui ont commencé par les renforcements de patrouilles. Pour finir cette édition en France, la Cour d'assises spéciale de Paris replonge ce lundi dans l'horreur de la prise d'otage de l'hypercacheur le 9 janvier 2015, au cours de laquelle 4 hommes, tous juifs, ont été tués. Le procès contre les attentats de janvier 2015 se tient depuis 3 semaines. 5 ans après l'attaque de l'hypercacheur, la Cour d'assises spéciale de Paris va se pencher ce lundi sur le déroulé de la prise d'otages avant d'entendre mardi et mercredi des rescapés, dont l'ex-caissière Zahri Siboni et l'ancien magasinier qui avait dissimulé des otages dans la chambre froide. 4 heures d'angoisse, de violence et d'effroi pour les victimes, mais aussi pour la Cour qui juge depuis 3 semaines 14 personnes pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats. Le 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly fait irruption dans la supérette hypercacheur de la porte de Vincennes à Paris, armé d'un fusil d'assaut, de pistolet, d'un gilet pare-balles et de bâtons explosifs. Après avoir tué un employé, puis 2 clients
clients, il force une caissière à fermer le rideau métallique, retenant en otage une vingtaine de personnes. 7 autres clients, dont un bébé, sont restés cachés dans une chambre froide. Un 3e client sera tué par la suite. La Cour a décidé de ne pas diffuser les images filmées par l'auteur de l'attentat pour, dit-elle, ne pas rajouter de l'horreur à l'horreur. Néanmoins, quelques photos de certaines scènes de crime pourraient être projetées. Après ces 3 jours, la Cour s'intéressera au profil et aux motivations des 3 auteurs des attentats avec une série d'auditions très attendues. Les 14 accusés, soupçonnés notamment d'avoir fourni ou recherché des armes pour les tueurs, encourent des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion criminelle à la perpétuité. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. If they want to get you